La pluie battait violemment contre les immenses baies vitrées du bureau, de lourdes gouttes glissant le long du verre, teintées comme des larmes silencieuses sur un visage froid. Depuis le 14e étage de sa clinique privée, située dans l'un des quartiers les plus exclusifs de Paris, le docteur Clara Valéry observait la ville grise s'estomper sous la tempête. Le monde à l'extérieur semblait chaotique, imprévisible. Mais ici, à l'intérieur de son sanctuaire stérile et luxueux, tout était sous contrôle. L'air sentait l'antiseptique, cher, et le cuir neuf. Le silence n'était troublé que par le murmure étouffé de la circulation lointaine et le léger tic-tac de l'horloge en argent posée sur son bureau en acajou massif. Clara prit une profonde inspiration, laissant l'air frais remplir ses poumons. Elle avait 34 ans, mais ses yeux, d'un brun profond et insondable derrière la fine monture dorée de ses lunettes, portèrent la sagesse lourde d'une femme qui avait vécu plusieurs vies. Elle avait bâti cet empire médical de ses propres mains. Chaque diplôme encadré sur le mur, chaque distinction internationale, chaque patient désespéré qu'elle avait arraché aux griffes de maladies incurables, représentait une brique dans la forteresse qu'elle avait construite autour de son cœur. Elle était intouchable. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait jusqu'à cette seconde précise. Sur la surface immaculée de son bureau, un dossier médical à la couverture cartonnée grise l'attendait. C'était le dernier patient de la journée. Un cas pédiatrique complexe, transféré en urgence depuis la Suisse. Clara s'assit dans son fauteuil ergonomique, ajusta machinalement le col de sa blouse blanche d'une propreté éclatante et ouvrit la première page. Ses doigts, d'ordinaire si fermes et précis lorsqu'il tenait un scalpel, se figèrent soudainement. La température de la pièce sembla chuter de 10 degrés d'un seul coup. Le sang déserta le visage de Clara, la laissant d'une pâleur cadavérique, tandis qu'un bourdonnement assourdissant envahissait ses oreilles, noyant le bruit de la pluie. Nom du responsable légal, Alexandre Laurent. Mathéo sentit peut-être son cœur s'arrêter un jour, mais pour Clara, ce fut comme si une main invisible et glacée avait plongé à travers sa poitrine pour broyer le sien. Elle fixa les lettres noires imprimées sur le papier blanc. Alexandre Laurent. Ce n'était pas un homonyme. L'adresse indiquée était celle du domaine des Laurent, cette immense propriété de pierre et de fer forgé qui hantait encore ses pires cauchemars. Le nom de l'entreprise figurant sur l'assurance santé était Laurent Holdings. C'était lui, l'homme qui, 12 ans plus tôt, avait piétiné son âme, détruit sa dignité et l'avait jeté dans la rue, sous une pluie battante, sans un regard en arrière. Il y a de ces moments dans la vie, chers auditeurs, où le passé que l'on croyait profondément enterré décide de ressurgir, non pas doucement, mais en fracassant la porte de notre présent. Nous passons des années à construire des murs, à nous convaincre que nous sommes guéris, que la cicatrice a remplacé la plaie. Mais parfois, il suffit d'un nom, d'une odeur ou d'une ombre pour réaliser que la douleur n'était qu'endormie. Clara ferma les yeux, luttant contre la nausée soudaine qui lui tordait l'estomac. Pendant un instant vertigineux, elle n'était plus le docteur Valéry, l'une des spécialistes en immunologie pédiatrique les plus respectées d'Europe. Elle redevenait la jeune femme de chambre de 22 ans, les genoux écorchés sur le marbre froid de la réception des Laurent, pleurant et suppliant un homme au regard méprisant de dire la vérité. Elle se souvint de l'odeur de son parfum cher ce soir-là, de la courbe arrogante de ses lèvres lorsqu'il avait prononcé ces mots qui l'avaient brisée à jamais. Elle n'est rien, juste une distraction pathétique qui a oublié sa place. Un léger coup frappé à la porte la ramena brutalement à la réalité. Clara sursauta, ses paupières s'ouvrant d'un coup. Sa respiration était courte, erratique. Elle regarda ses mains. Elle tremblait. Avec une volonté de fer forgée dans les années de misère et de reconstruction, elle serra les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle avala sa salive,
chassant la boule de verre brisée qui semblait obstruer sa gorge. Elle devait annuler. Elle devait appeler son assistante et dire qu'elle se sentait mal, qu'elle transférait le cas à un collègue. C'était la décision la plus logique, la plus protectrice. Elle atteignit le bouton de l'interphone, mais avant que son doigt ne presse la touche, la porte s'entr'ouvrit doucement. « Docteur Valérie » murmura la voix douce de son assistante, Sophie, passant la tête par l'entrebâillement. « Monsieur Laurent et sa fille sont là. Je sais que nous avons un peu d'avance, mais la petite semble très fatiguée. Puis-je les faire entrer ?» Clara retint son souffle. Elle regarda à nouveau le dossier. Le nom de la patiente. Léa Laurent. 6 ans. Syndrome d'immunodéficience sévère non identifié. La petite fille n'avait que 6 ans. Elle mourait à petit feu, et son père, l'héritier milliardaire qui pensait pouvoir tout acheter, avait épuisé toutes les options médicales en Europe pour finalement échouer ici, dans sa clinique. L'ironie du destin était d'une cruauté presque poétique. L'instinct de fuite hurlait dans les veines de Clara. Mais le serment qu'elle avait prêté en tant que médecin et la mémoire de sa propre mère, perdue à cause d'un système qui fermait les portes aux plus démunis, l'ancrèrent sur sa chaise. Elle ne punirait pas une enfant innocente pour les péchés de son père. Elle laissa retomber sa main sur le bureau. « Faites-les entrer, Sophie », répondit Clara, sa voix d'un calme plat, presque irréel, trahissant à peine la tempête dévastatrice qui ravageait son intérieur. La porte s'ouvrit en grand. Clara se leva lentement, ajustant ses lunettes, son visage devenu un masque de marbre impénétrable. Elle s'attendait à voir le prince arrogant qu'elle avait connu. Elle s'attendait à voir l'homme en costume sur mesure italien, au menton levé, défiant le monde avec cette certitude absolue que tout lui appartenait. Ce qui franchit le seuil de son bureau la laissa sans voix, figeant le ressentiment qui brûlait dans sa poitrine. L'homme qui entra n'était que l'ombre d'Alexandre Laurent. Ses larges épaules, autrefois droites et orgueilleuses, étaient voûtées par un poids invisible, comme s'il portait le ciel entier sur son dos. Il portait un pull en cachemire sombre, froissé, témoignage silencieux de nuits passées dans les salles d'attente d'hôpitaux. Ses cheveux, autrefois impeccablement coiffés, étaient parsemés de fils gris prématurés et tombaient en désordre sur son front. Mais ce furent ses yeux qui heurtèrent Clara de plein fouet. Ses yeux gris tempête, autrefois si froids et calculateurs, étaient maintenant creusés de cernes profonds, injectés de sang, et remplis d'un désespoir si brut, si animal, qu'il semblait palpiter dans l'air entre eux. C'était le regard d'un homme qui regardait son monde s'effondrer et qui n'avait plus rien à quoi se raccrocher. Il tenait fermement, presque désespérément, la petite main d'une enfant. Léa. La fillette était d'une pâleur translucide, sa peau ressemblant à de la porcelaine fine sur le point de se briser. Ses grands yeux fatigués balayèrent la pièce avant de s'arrêter sur Clara. Elle tenait un petit lapin en peluche usé contre sa poitrine, respirant avec une difficulté évidente, chaque inspiration semblant lui demander un effort colossal. Clara resta immobile derrière son bureau. Elle sentit ses ongles s'enfoncer dans la paume de ses mains. « Il ne me reconnaît pas », réalisa-t-elle avec un mélange de soulagement et d'amertume. Et comment le pourrait-il ? 12 ans avaient-en passé. La jeune fille maigre, effrayée, aux cheveux longs et au regard naïf n'existait plus. Clara avait désormais les cheveux coupés au carré, raides et stricts. Ses lunettes modifiaient la forme de son visage, et l'assurance implacable qu'elle dégageait masquait la moindre trace de la servante apeurée d'autrefois. Surtout, elle se présentait sous le nom de Docteur Valérie, utilisant le nom de famille de son défunt mari qui l'avait aidé à fonder la clinique avant d'être emporté par un accident tragique des années plus tôt. Pour Alexandre Laurent, elle n'était qu'une étrangère. La dernière étrangère capable de sauver sa vie. « Docteur Valérie », commença Alexandre,
Sa voix fit frissonner Clara. Elle était plus grave qu'elle ne s'en souvenait, brisée par la fatigue et l'angoisse. Il s'avança d'un pas hésitant, n'osant pas s'asseoir avant qu'on ne l'y invite, lui qui, autrefois, s'appropriait chaque espace où il pénétrait. Je vous remercie de nous recevoir si la pluie battait violemment contre les immenses baies vitrées du bureau, de lourdes gouttes glissant le long du verre, teintées comme des larmes silencieuses sur un visage froid. Depuis le 14e étage de sa clinique privée, située dans l'un des quartiers les plus exclusifs de Paris, le docteur Clara Valéry observait la ville grise s'estomper sous la tempête. Le monde à l'extérieur semblait chaotique, imprévisible. Mais ici, à l'intérieur de son sanctuaire stérile et luxueux, tout était sous contrôle. L'air sentait l'antiseptique, cher, et le cuir neuf. Le silence n'était troublé que par le murmure étouffé de la circulation lointaine et le léger tic-tac de l'horloge en argent posée sur son bureau en acajou massif. Clara prit une profonde inspiration, laissant l'air frais remplir ses poumons. Elle avait 34 ans, mais ses yeux, d'un brun profond et insondable derrière la fine monture dorée de ses lunettes, portèrent la sagesse lourde d'une femme qui avait vécu plusieurs vies. Elle avait bâti cet empire médical de ses propres mains. Chaque diplôme encadré sur le mur, chaque distinction internationale, chaque patient désespéré qu'elle avait arraché aux griffes de maladies incurables, représentait une brique dans la forteresse qu'elle avait construite autour de son cœur. Elle était intouchable. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait jusqu'à cette seconde précise. Sur la surface immaculée de son bureau, un dossier médical à la couverture cartonnée grise l'attendait. C'était le dernier patient de la journée. Un cas pédiatrique complexe, transféré en urgence depuis la Suisse. Clara s'assit dans son fauteuil ergonomique, ajusta machinalement le col de sa blouse blanche d'une propreté éclatante et ouvrit la première page. Ses doigts, d'ordinaire si fermes et précis lorsqu'il tenait un scalpel, se figèrent soudainement. La température de la pièce sembla chuter de 10 degrés d'un seul coup. Le sang déserta le visage de Clara, la laissant d'une pâleur cadavérique, tandis qu'un bourdonnement assourdissant envahissait ses oreilles, noyant le bruit de la pluie. Nom du responsable légal, Alexandre Laurent. Mathéo sentit peut-être son cœur s'arrêter un jour, mais pour Clara, ce fut comme si une main invisible et glacée avait plongé à travers sa poitrine pour broyer le sien. Elle fixa les lettres noires imprimées sur le papier blanc. Alexandre Laurent. Ce n'était pas un homonyme. L'adresse indiquée était celle du domaine des Laurent, cette immense propriété de pierre et de fer forgé qui hantait encore ses pires cauchemars. Le nom de l'entreprise figurant sur l'assurance santé était Laurent Holdings. C'était lui, l'homme qui, 12 ans plus tôt, avait piétiné son âme, détruit sa dignité et l'avait jeté dans la rue, sous une pluie battante, sans un regard en arrière. Il y a de ces moments dans la vie, chers auditeurs, où le passé que l'on croyait profondément enterré décide de ressurgir, non pas doucement, mais en fracassant la porte de notre présent. Nous passons des années à construire des murs, à nous convaincre que nous sommes guéris, que la cicatrice a remplacé la plaie. Mais parfois, il suffit d'un nom, d'une odeur ou d'une ombre pour réaliser que la douleur n'était qu'endormie. Clara ferma les yeux, luttant contre la nausée soudaine qui lui tordait l'estomac. Pendant un instant vertigineux, elle n'était plus le docteur Valéry, l'une des spécialistes en immunologie pédiatrique les plus respectées d'Europe. Elle redevenait la jeune femme de chambre de 22 ans, les genoux écorchés sur le marbre froid de la réception des Laurent, pleurant et suppliant un homme au regard méprisant de dire la vérité. Elle se souvint de l'odeur de son parfum cher ce soir-là, de la courbe arrogante de ses lèvres lorsqu'il avait prononcé ces mots qui l'avaient brisée à jamais. Elle n'est rien, juste une distraction pathétique qui a oublié sa place. Un léger coup frappé à la porte la ramena brutalement à la réalité. Clara sursauta,
ses paupières s'ouvrant d'un coup. Sa respiration était courte, erratique. Elle regarda ses mains. Elle tremblait. Avec une volonté de fer forgée dans les années de misère et de reconstruction, elle serra les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle avala sa salive, chassant la boule de verre brisée qui semblait obstruer sa gorge. Elle devait annuler. Elle devait appeler son assistante et dire qu'elle se sentait mal, qu'elle transférait le cas à un collègue. C'était la décision la plus logique, la plus protectrice. Elle atteignit le bouton de l'interphone, mais avant que son doigt ne presse la touche, la porte s'entr'ouvrit doucement. « Docteur Valérie » murmura la voix douce de son assistante, Sophie, passant la tête par l'entrebâillement. « Monsieur Laurent et sa fille sont là. Je sais que nous avons un peu d'avance, mais la petite semble très fatiguée. Puis-je les faire entrer ?» Clara retint son souffle. Elle regarda à nouveau le dossier. Le nom de la patiente. Léa Laurent. 6 ans. Syndrome d'immunodéficience sévère non identifié. La petite fille n'avait que 6 ans. Elle mourait à petit feu, et son père, l'héritier milliardaire qui pensait pouvoir tout acheter, avait épuisé toutes les options médicales en Europe pour finalement échouer ici, dans sa clinique. L'ironie du destin était d'une cruauté presque poétique. L'instinct de fuite hurlait dans les veines de Clara. Mais le serment qu'elle avait prêté en tant que médecin et la mémoire de sa propre mère, perdue à cause d'un système qui fermait les portes aux plus démunis, l'ancrèrent sur sa chaise. Elle ne punirait pas une enfant innocente pour les péchés de son père. Elle laissa retomber sa main sur le bureau. « Faites-les entrer, Sophie », répondit Clara, sa voix d'un calme plat, presque irréel, trahissant à peine la tempête dévastatrice qui ravageait son intérieur. La porte s'ouvrit en grand. Clara se leva lentement, ajustant ses lunettes, son visage devenu un masque de marbre impénétrable. Elle s'attendait à voir le prince arrogant qu'elle avait connu. Elle s'attendait à voir l'homme en costume sur mesure italien, au menton levé, défiant le monde avec cette certitude absolue que tout lui appartenait. Ce qui franchit le seuil de son bureau la laissa sans voix, figeant le ressentiment qui brûlait dans sa poitrine. L'homme qui entra n'était que l'ombre d'Alexandre Laurent. Ses larges épaules, autrefois droites et orgueilleuses, étaient voûtées par un poids invisible, comme s'il portait le ciel entier sur son dos. Il portait un pull en cachemire sombre, froissé, témoignage silencieux de nuits passées dans les salles d'attente d'hôpitaux. Ses cheveux, autrefois impeccablement coiffés, étaient parsemés de fils gris prématurés et tombaient en désordre sur son front. Mais ce furent ses yeux qui heurtèrent Clara de plein fouet. Ses yeux gris tempête, autrefois si froids et calculateurs, étaient maintenant creusés de cernes profonds, injectés de sang, et remplis d'un désespoir si brut, si animal, qu'il semblait palpiter dans l'air entre eux. C'était le regard d'un homme qui regardait son monde s'effondrer et qui n'avait plus rien à quoi se raccrocher. Il tenait fermement, presque désespérément, la petite main d'une enfant. Léa. La fillette était d'une pâleur translucide, sa peau ressemblant à de la porcelaine fine sur le point de se briser. Ses grands yeux fatigués balayèrent la pièce avant de s'arrêter sur Clara. Elle tenait un petit lapin en peluche usé contre sa poitrine, respirant avec une difficulté évidente, chaque inspiration semblant lui demander un effort colossal. Clara resta immobile derrière son bureau. Elle sentit ses ongles s'enfoncer dans la paume de ses mains. « Il ne me reconnaît pas », réalisa-t-elle avec un mélange de soulagement et d'amertume. Et comment le pourrait-il ? 12 ans avaient-en passé. La jeune fille maigre, effrayée, aux cheveux longs et au regard naïf n'existait plus. Clara avait désormais les cheveux coupés au carré, raides et stricts. Ses lunettes modifiaient la forme de son visage, et l'assurance implacable qu'elle dégageait masquait la moindre trace de la servante apeurée d'autrefois. Surtout, elle se présentait sous le nom de Docteur Valérie,
utilisant le nom de famille de son défunt mari qui l'avait aidé à fonder la clinique avant d'être emporté par un accident tragique des années plus tôt. Pour Alexandre Laurent, elle n'était qu'une étrangère. La dernière étrangère capable de sauver sa vie. « Docteur Valérie », commença Alexandre. Sa voix fit frissonner Clara. Elle était plus grave qu'elle ne s'en souvenait, brisée par la fatigue et l'angoisse. Il s'avança d'un pas hésitant, n'osant pas s'asseoir avant qu'on ne l'y invite, lui qui, autrefois, s'appropriait chaque espace où il pénétrait. « Je vous remercie de nous recevoir si vite. Je sais que votre liste d'attente est longue de plusieurs mois, mais le professeur Dubois à Genève m'a dit que vous étiez notre dernier espoir. » La voix du milliardaire se brisa sur le dernier mot. Il serra un peu plus fort la main de sa fille, baissant les yeux vers elle avec une tendresse déchirante. Elle s'affaiblit, de jour en jour, et personne ne comprend pourquoi. Clara l'observa, silencieuse, laissant le silence s'étirer. C'était un pouvoir subtil, une façon de reprendre le contrôle de l'espace. Elle vit Alexandre déglutir avec difficulté, mal à l'aise face à ce mutisme clinique. Il y a une justice poétique étrange, n'est-ce pas? Parfois, la vie s'arrange pour placer nos bourreaux à genoux devant nous, non pas pour que nous les écrasions, mais pour tester la force de notre propre humanité. Clara regardait l'homme qui l'avait détruite plaider pour sa pitié. « Asseyez-vous, monsieur Laurent », ordonna finalement Clara d'une voix professionnelle, lisse, dénuée de la moindre inflexion émotionnelle, le ton sec d'un général sur un champ de bataille. Alexandre obéit immédiatement, soulevant délicatement Léa pour l'installer sur le grand fauteuil en cuir avant de s'asseoir au bord du sien, tendu comme un arc. Clara contourna lentement son bureau, l'air indifférent, mais chaque pas résonnait dans sa tête comme un battement de tambour. Elle s'approcha de la petite fille. « Bonjour Léa », dit Clara, et pour la première fois, la glace dans sa voix se fissura, laissant transparaître une douceur maternelle authentique. Elle s'accroupit pour être à la hauteur de l'enfant. « Je m'appelle Clara. Quel est le nom de ton ami ?» demanda-t-elle en désignant le lapin en peluche. « Monsieur Moustache », murmura la petite fille d'une voix si faible qu'elle ressemblait au bruissement d'une feuille sèche. « Mais il est fatigué, lui aussi. » Clara sentit une brûlure derrière ses yeux, une empathie fulgurante qui menaçait de renverser les murs de sa forteresse. L'innocence de cet enfant était une lumière pure, contrastant violemment avec les ténèbres de la pièce et le passé de son père. « Alors nous allons essayer de vous redonner de l'énergie à tous les deux, » répondit Clara, avec un sourire doux et mesuré. Elle sortit son stéthoscope. « Puis-je écouter ton cœur, Léa, juste pour entendre la musique qu'il fait ?» La petite hocha lentement la tête. Tandis que Clara ajustait les embouts de son stéthoscope, elle sentit le regard lourd et anxieux d'Alexandre posé sur elle. Il la regardait avec une intensité désespérée, cherchant dans ses gestes la moindre once d'espoir, la moindre promesse de miracle. Si près de lui, Clara pouvait sentir son odeur. Ce n'était plus le parfum épicé et arrogant d'autrefois. C'était l'odeur du café froid, du savon antiseptique des hôpitaux et de la peur pure. Une peur paralysante. Elle posa le pavillon froid sur la poitrine de la fillette. Le cœur de Léa battait vite, trop vite, luttant pour compenser un système qui s'effondrait de l'intérieur. Clara ferma les yeux pour se concentrer sur les battements rythmiques, mais l'obscurité de ses paupières closes trahit sa volonté. Soudain, le son du cœur de la petite fille se transforma. Le rythme devint celui de la pluie battante sur le pavé parisien. Clara revit l'éclair illuminant le ciel sombre. Elle revit la porte d'entrée massive du manoir, des lorans claqués violemment, poussés par les gardes de sécurité. Elle se revit sur le trottoir, trempée jusqu'aux os, serrant contre elle son misérable sac de toile contenant son uniforme de bonne. Elle pleurait, appelant le nom d'Alexandre à travers les grilles en fer forgé. « Alexandre,
Dis-leur que je n'ai rien volé. Tu sais que c'est faux. Alexandre, je t'en supplie, ma mère a besoin de ce salaire pour ses médicaments. Mais à travers les grilles, Alexandre se tenait sur le perron, à l'abri, flanqué de sa mère, Madame Laurent, dont le visage était déformé par un mépris aristocratique glaçant. Alexandre avait croisé le regard de Clara une dernière fois. Elle y avait cherché l'amour, qu'il lui chuchotait dans l'obscurité de la bibliothèque les nuits précédentes. Elle y avait cherché le courage, mais elle n'y trouva que la lâcheté d'un garçon trop faible pour affronter le jugement de son monde. Il détourna les yeux, tourna les talons et rentra dans la chaleur opulente de sa maison, la laissant mourir de froid, emportant avec lui l'argent, sa réputation et la seule chance de survie de sa mère malade. Clara ouvrit brusquement les yeux, le souffle coupé, arrachant presque le stéthoscope de ses oreilles. Alexandre se pencha en avant, le visage tordu par la panique. « Quoi? Qu'y a-t-il, docteur? Vous avez entendu quelque chose d'anormal » Sa voix était aiguë, frôlant l'hystérie. Ses mains qui avaient autrefois repoussé Clara dans le néant, étaient jointes en un geste de prière désespéré. Clara cligna des yeux, chassant les fantômes de la pluie et de la trahison pour revenir à la lumière artificielle de son cabinet. Elle respira lentement, forçant son rythme cardiaque à ralentir. Elle rangea son stéthoscope autour de son cou, reprenant sa posture de médecin intouchable. Elle devait ériger des barrières infranchissables si elle voulait survivre à cette épreuve. Elle se redressa, regardant l'homme détruit devant elle de toute sa hauteur. « Le rythme cardiaque de votre fille est tachycardique, Monsieur Laurent. C'est une réponse typique à l'inflammation systémique prolongée que décrivent ces dossiers, dit-elle d'un ton glacial et technique, sans la moindre trace d'empathie, le fixant droit dans les yeux. Son système immunitaire attaque ses propres tissus. Si nous ne trouvons pas le déclencheur exact dans les prochaines semaines, les organes commenceront à défaillir l'un après l'autre. » Alexandre ferma les yeux, encaissant le coup comme si Clara venait de le frapper physiquement. Une larme solitaire et silencieuse s'échappa de ses paupières serrées et roula sur sa joue mal rasée. Il baissa la tête, fixant le sol immaculé de la clinique. « Je vous en supplie, » murmura-t-il, la voix brisée, s'adressant davantage à ses propres chaussures qu'au médecin. « J'ai tout l'argent du monde. Je peux construire une aile d'hôpital entière. Je peux financer vos recherches pour le reste de votre vie. Je vous donne tout ce que je possède. Mais sauvez-la. C'est tout ce qu'il me reste. Ma femme est partie quand les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Je n'ai plus qu'elle. Si elle part, je meurs avec elle. » Clara observa l'homme le plus puissant qu'elle connaisse, l'homme qui l'avait humiliée parce qu'elle n'avait pas d'argent, utiliser maintenant cet argent désespérément, inutilement, pour acheter l'impardonnable, pour acheter la vie. L'argent des Laurent, qui lui avait été refusé des années plus tôt pour acheter de simples antibiotiques à sa mère, ne valait plus rien face à la fragilité de la vie de cet enfant. La balance de l'univers venait de s'équilibrer d'une manière effrayante. Elle sentit une boule se former dans sa gorge. La vengeance, se dit-elle, aurait été de le regarder droit dans les yeux et de lui dire « Prenez vos milliards, Monsieur Laurent, et sortez de ma clinique. » Elle en avait le pouvoir. Elle pouvait refuser le cas. Elle pouvait le renvoyer dans la tempête, exactement comme il l'avait fait. L'idée effleura son esprit, tentatrice, sombre, chuchotant une promesse de justice rétributive. Mais Clara regarda Léa. La petite fille lui offrit un sourire faible, ses petits doigts serrant la pâte usée du lapin en peluche. Clara sut alors que la véritable épreuve ne serait pas de sauver la fille d'Alexandre Laurent. La véritable épreuve serait de sauver l'enfant sans détruire ce qu'il restait de son propre cœur dans le processus. Elle savait que pour soigner Léa, elle devrait plonger dans l'histoire médicale de la famille, passer des heures incalculables avec ce père désespéré, supporter sa présence, entendre sa voix et risquer, à chaque instant,
que la vérité de son identité n'éclate au grand jour. Clara Valérie contourna de nouveau son bureau et s'assit dans son fauteuil. Elle prit son stylo en argent de sa main droite, qui avait cessé de trembler. Elle posa son regard tranchant sur l'homme anéanti. « Gardez votre argent pour l'avenir de votre fille, Monsieur Laurent, » déclara-t-elle, le ton tranchant comme du verre brisé. « L'argent n'achète ni les miracles, ni le pardon. Je prends le cas, mais à mes conditions. » Alexandre releva brusquement la tête, un mélange de stupeur et de soulagement incommensurable illuminant ses traits fatigués. « Tout, ce que vous voudrez. » Vous ne m'adresserez la parole que pour répondre à mes questions médicales. Vous suivrez mes protocoles sans discuter. Et surtout, ajouta Clara, abaissant la voix d'un demi-ton, s'assurant que chaque mot s'enfonce comme un poignard de glace. Vous ne tenterez jamais d'acheter mon équipe, ni de contrôler la façon dont je travaille. Ici, ce n'est pas votre conseil d'administration. Ici, c'est mon territoire. Est-ce bien clair? Alexandre hocha la tête avec ferveur, ignorant totalement le mépris sous-jacent dans les mots du médecin. Il ne voyait en elle qu'un phare dans la nuit la plus sombre de son existence. Il ne voyait pas l'ouragan qui se préparait derrière les yeux de cette femme. « Très clair, docteur. Merci. Merci infiniment. » Sophie va vous accompagner à l'unité de soins intensifs pédiatriques, conclut Clara en se replongeant dans le dossier, refusant de lui accorder un regard supplémentaire. Nous commençons les transfusions immunologiques dans 1 heure. Vous pouvez y aller. Alors qu'Alexandre soulevait doucement sa fille dans ses bras pour quitter la pièce, chuchotant des mots rassurants à l'oreille de l'enfant, Clara sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. La porte se referma dans un clic sourd, la laissant seule dans le silence de son bureau luxueux. La pluie continuait de s'abattre contre les vitres. Le passé venait d'entrer dans sa clinique et de s'asseoir sur son canapé. Le compte à rebours était lancé. Le mystère planait lourdement dans l'air saturé de tension. Combien de temps Clara pourrait-elle cacher son identité au père de sa patiente? Et surtout, quand la vérité éclaterait-elle? Serait-ce la guérison de Léa ou la destruction définitive de l'homme qui avait autrefois brisé Clara? La jeune femme retira ses lunettes et frotta ses yeux fatigués. La guerre silencieuse ne faisait que commencer. Le temps, mes chers auditeurs, est un guérisseur singulièrement trompeur. On nous répète souvent que les années effacent les peines, que les horloges ont le pouvoir de recoudre les cœurs déchirés. Mais la vérité, celle que l'on n'apprend que dans le silence des nuits d'insomnie, c'est que le temps ne guérit rien du tout. Il se contente de recouvrir nos blessures d'une fine couche de glace. Nous marchons sur ce lac gelé, pensant être en sécurité, jusqu'au jour où un simple regard, un simple nom, fait craquer la surface. Et soudain, nous replongeons dans l'eau glaciale du passé, suffocant exactement comme le premier jour. Ce soir-là, en quittant la clinique, Clara Valérie sentit la glace céder sous ses pieds. Elle marcha d'un pas mécanique vers le parking souterrain. L'écho de ses talons résonnait contre les murs de béton froid. Un son vide, solitaire. Lorsqu'elle s'enferma enfin dans l'habitacle confiné de sa voiture, l'odeur familière du cuir ne parvint pas à l'apaiser. Elle inséra la clé, mais ne tourna pas le contact. Ses mains, qui quelques heures plus tôt avaient examiné une enfant mourante avec une précision clinique absolue, s'agrippèrent au volant avec une force désespérée. Puis, le barrage céda. Un sanglot, rauque et primitif, s'échappa de sa gorge. Elle pencha la tête en avant, appuyant son front contre le cuir froid du volant, et laissa couler les larmes qu'elle avait si farouchement retenues devant Alexandre Laurent. Elle pleurait, non pas pour la femme puissante qu'elle était devenue, mais pour la jeune fille innocente qu'elle avait été. Elle pleurait pour cette version d'elle-même, qui croyait encore aux contes de fées, qui croyait que l'amour pouvait traverser les barrières sociales. À travers le pare-brise embué, les lumières artificielles du parking semblèrent se fondre,
se transformer. L'air confiné de la voiture disparut, remplacé par l'odeur entêtante de la cire d'abeille, du bois d'acajou et des lys blancs fraîchement coupés. La mémoire l'entraîna 12 ans en arrière, dans les couloirs étouffants et somptueux du domaine des Laurent. Clara n'avait alors que 22 ans. Ses journées commençaient avant l'aube, à l'heure où le ciel de Paris était encore d'un bleu d'encre. Enfilant son uniforme gris, rigide et inconfortable, elle devenait invisible. Elle n'était qu'une domestique parmi tant d'autres dans cette immense demeure qui ressemblait plus à un musée qu'à une maison. Elle frottait les sols en marbre de Carrare jusqu'à ce que ses genoux soient meurtris. Elle époussetait des toiles de maître dont la valeur aurait pu nourrir sa famille pendant des générations. Mais Clara ne se plaignait jamais. Chaque heure supplémentaire, chaque tâche ingrate accomplie avec perfection, se transformait en billets froissés qu'elle glissait pieusement dans une boîte en fer blanc cachée sous son lit. Cet argent n'était pas pour elle. Il était pour sa mère. Sa mère bien-aimée, dont les poumons défaillants exigeaient des traitements coûteux que l'assurance publique refusait de couvrir. Et tard dans la nuit, lorsque ses bras brûlaient d'épuisement, Clara ne dormait pas. Elle s'asseyait sur le sol de sa minuscule chambre de bonne, à la lueur vacillante d'une lampe de poche, et dévorait des manuels de biologie et d'anatomie empruntés à la bibliothèque municipale. Elle rêvait de médecine. Elle rêvait de sauver des vies, de réparer les injustices que son propre milieu subissait en silence. Et puis, il y avait eu la bibliothèque du domaine. C'était une pièce majestueuse, tapissée de livres anciens, dont l'accès était strictement interdit au personnel en dehors des heures de nettoyage. Mais un soir d'hiver, Clara y était entrée pour ranger un plateau d'argent oublié. Elle s'était figée devant une encyclopédie médicale d'une rareté absolue, laissée ouverte sur un bureau de chêne. Incapable de résister, elle avait effleuré les pages, ses yeux parcourant les planches anatomiques avec une soif inextinguible. C'est fascinant, n'est-ce pas? La façon dont le cœur humain s'adapte à la douleur pour continuer de battre. La voix l'avait fait sursauter. Alexandre Laurent se tenait dans l'encadrement de la porte. À 24 ans, il était l'héritier doré, le prince de la maison, l'incarnation même d'un monde qui méprisait le sien. Il portait un costume sombre, desserré au niveau du col, un verre de Bourbon ambré à la main. Clara avait baissé les yeux, terrifiée à l'idée d'être renvoyée, bredouillant des excuses, reculant vers la sortie. Mais il ne l'avait pas renvoyée. Au contraire, il avait souri. Un sourire d'une douceur inattendue, presque vulnérable. Il avait posé son verre, s'était approché et avait commencé à lui parler. Non pas comme un maître à sa servante, mais comme un homme à une femme. Ce fut le début de l'illusion. Le début du poison lent qui allait détruire le cœur de Clara. Au fil des semaines, la bibliothèque devint leur refuge secret. Des rencontres volées après minuit. Ils chuchotaient dans l'obscurité pour ne pas alerter les gardes. Alexandre semblait étouffé sous le poids des attentes de sa famille, de cette dynastie glaciale dirigée par sa mère, Madame Laurent, une femme dont le regard balayait les domestiques, comme s'ils étaient des insectes. Alexandre disait à Clara quelle était sa bouffée d'oxygène. Il prenait ses mains calleuses, abîmées par l'eau de Javel, et les embrassait avec une tendresse infinie. « Tu es différente, Clara », lui murmurait-il en écartant une mèche de cheveux de son visage fatigué. « Tu as plus de lumière en toi que toutes les femmes de mon monde réunies. Je me fiche de mon héritage. Quand je prendrai la tête de l'entreprise, je changerai les choses. Je te sortirai d'ici. Tu feras tes études de médecine, je te le promets. Nous partirons. » Clara l'avait cru. Comment aurait-elle pu faire autrement? Elle était jeune, désespérée. Et il lui offrait le monde sur un plateau d'argent, enveloppé dans des mots d'amour qui résonnaient comme une mélodie céleste dans son existence misérable. Elle lui avait donné son cœur, sa confiance absolue,
croyant naïvement que l'amour sincère était une armure suffisante contre la réalité de leur classe sociale. La chute n'en fut que plus dévastatrice. Le souvenir se précisa dans l'esprit de Clara, la frappant avec la violence d'un accident de voiture. La nuit du grand gala d'hiver. Le manoir grouillait de l'élite parisienne. Clara courait d'un bout à l'autre des cuisines, épuisée. Soudain, un silence de plomb s'était abattu sur le grand hall. Madame Laurent, vêtue d'une robe de soie émeraude, se tenait en haut du grand escalier de marbre, le visage tordu par une fureur calculée. Le collier de diamants de la famille, une pièce inestimable, avait disparu. Clara se souvenait de l'humiliation brutale de la fouille. Les gardes de sécurité avaient traîné le personnel dans le hall. Les invités, leur coupe de champagne à la main, observaient la scène avec une curiosité morbide, chuchotant entre eux. Clara tremblait de froid et de peur, mais elle gardait la tête haute, sachant qu'elle n'avait rien à se reprocher, jusqu'à ce que le chef de la sécurité vide le contenu du modeste sac de toile de Clara sur le sol de marbre. Ses clés, un manuel d'anatomie corné, son porte-monnaie usé, et, roulé dans un mouchoir, la rivière de diamants étincelante. Un murmure de choc parcourut l'assemblée. Clara recula, le souffle coupé, le monde tournoyant autour d'elle. « Non, c'est faux », avait-elle hurlé, la voix brisée par la panique. « Je n'ai jamais touché à ça. Quelqu'un l'a mis dans mon sac. » Madame Laurent descendit les marches lentement, comme un prédateur savourant sa victoire. Son regard froid se posa sur Clara. Elle savait. Clara comprit à cet instant que la matriarche avait découvert leur liaison secrète. Ce vol n'était pas un accident, c'était une exécution publique, une façon de détruire la crédibilité de la jeune fille et de l'effacer définitivement de la vie de son fils. « Une voleuse pathétique », cracha Madame Laurent, sa voix résonnant sous les hauts plafonds. « Je vous ai accueilli sous mon toit, et voilà comment vous remerciez ma charité. Appelez la police. » C'est alors qu'Alexandre s'était avancé à travers la foule. Clara sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine terrifiée. « Il va me défendre, » pensa-t-elle. « Il sait que je suis incapable de ça. Il va dire la vérité. Il va leur dire que nous nous aimons. » Leurs regards se croisèrent. Clara y déversa toute son âme, une prière silencieuse, un appel au secours désespéré. Alexandre s'arrêta. Il regarda le collier sur le sol, puis le visage en larmes de Clara, et enfin, il tourna la tête vers sa mère. L'étreinte glaciale du regard de Madame Laurent figea le jeune héritier. Clara vit, en temps réel, le courage quitter le corps d'Alexandre. Elle vit la rébellion factice s'effondrer sous le poids de l'argent, du statut et de l'approbation maternelle. Il n'était pas un prince charmant. Il n'était qu'un petit garçon lâche, terrifié à l'idée de perdre ses privilèges. Le silence dans le hall était assourdissant. Tout le monde attendait la réaction du fils de la maison. Alexandre redressa les épaules, ajusta les boutons de sa veste sur mesure, et le regard qu'il posa ensuite sur Clara était d'une froideur mortelle. Il avait revêtu le masque de sa mère. « Mère a raison », prononça-t-il, sa voix portant distinctement à travers la pièce silencieuse. Les mots tranchèrent l'air comme une lame de guillotine. « Renvoyez-la immédiatement. Ne perdez même pas de temps avec la police pour une si petite frappe. Elle n'est rien, juste une distraction pathétique qui a oublié sa place. Jetez-la dehors. » Le monde de Clara s'était désintégré à cette seconde précise. La douleur de la trahison n'était pas métaphorique. Elle ressentit une véritable déchirure physique dans sa poitrine. Les gardes de sécurité l'avaient empoignée brutalement par les bras, l'ignorant alors qu'elle hurlait le nom d'Alexandre, l'implorant de s'expliquer. Ils l'avaient traînée vers les immenses portes d'entrée et l'avaient jetée sur le pavé extérieur. Son misérable sac de toile fut lancé après elle. Dehors, une tempête monumentale faisait rage.
La pluie glaciale la trempa instantanément. Clara s'était traînée jusqu'aux grandes grilles en fer forgé. Elle s'y était accrochée de ses doigts rougis par le froid, pleurant toutes les larmes de son corps, appelant le nom de l'homme qu'elle aimait. Mais Alexandre s'était détourné, rentrant dans la lumière chaleureuse du manoir, refermant la lourde porte de chêne sur elle, scellant son destin. Cette nuit-là, Clara n'avait pas seulement perdu un emploi et un premier amour. Elle avait perdu la dernière enveloppe d'argent destinée à l'insuline de sa mère, restée dans son casier. Cette nuit-là, la jeune fille innocente était morte sur le pavé humide de Paris, laissant place à une femme endurcie, froide, résolue à survivre à n'importe quel prix. Dans le présent, à l'intérieur de sa voiture, le klaxon strident d'un véhicule passant dans la rue ramena brusquement Clara à la réalité. Elle sursauta, haletante, essuyant rageusement les larmes qui maculèrent ses joues. Le cœur battant à tout rompre, elle se regarda dans le rétroviseur central. Ses yeux étaient rouges, son maquillage légèrement coulé. Elle détestait cette faiblesse. Elle détestait qu'après tout ce qu'elle avait accompli, après avoir reconstruit sa vie de ses propres mains ensanglantées, cet homme ait encore le pouvoir de la réduire en miettes, avec un simple regard. « Non », murmura-t-elle, dans le silence de la voiture, sa voix tremblante mais chargée d'une détermination farouche. « Plus jamais. Tu n'es plus cette petite fille effrayée, Clara. Tu es le docteur Valéry. Il est sur ton territoire, maintenant. » Elle prit une lingette dans sa boîte à gants, nettoya soigneusement son visage, respira profondément jusqu'à ce que son rythme cardiaque redevienne régulier et démarra le moteur. La façade de fer était de nouveau en place. Le masque professionnel était restauré. Le lendemain matin, la clinique de Clara bourdonnait d'une activité contrôlée. L'unité de soins intensifs pédiatriques, avec ses murs peints de couleurs douces et ses machines émettant des bips réguliers, était le cœur battant du bâtiment. Clara, vêtue de sa blouse blanche impeccable, son stéthoscope autour du cou, marchait d'un pas militaire dans le couloir principal. Son esprit était un mur de glace. Elle avait passé la nuit à étudier les centaines de pages du dossier médical de la petite Léa Laurent, cherchant une faille, un détail que les autres médecins auraient manqué. Lorsqu'elle entra dans la chambre 402, l'air sembla immédiatement plus lourd. La chambre était baignée par la lumière pâle du matin. Au centre, sur un lit beaucoup trop grand pour elle, la petite Léa reposait, reliée à une série de moniteurs par de fins câbles colorés. Elle dormait, sa respiration courte et superficielle soulevant doucement sa poitrine. Et dans le coin de la pièce, assis sur une chaise inconfortable, se trouvait Alexandre. Il ne dormait pas. Il n'avait probablement pas fermé l'œil de la nuit. Ses coudes étaient apposés sur ses genoux, son visage enfoui dans ses mains. À l'approche de Clara, il releva brusquement la tête, comme un animal aux aguets. Les cernes sous ses yeux s'étaient creusées davantage, lui donnant l'apparence d'un spectre hantant les couloirs d'un hôpital. Clara s'avança sans dire un mot, ses yeux fixés sur les moniteurs. C'est ici que l'escalade émotionnelle commençait. C'est ici que la torture psychologique prenait racine. Chaque jour, elle devrait être dans la même pièce que lui. Chaque jour, elle devrait sentir son regard peser sur elle, entendre cette voix qui avait prononcé son arrêt de mort sociale. « Les constantes sont stables pour le moment », déclara froidement Clara en inscrivant des notes sur sa tablette lumineuse. Les immunosuppresseurs de première ligne semblent contenir la crise immédiate, mais c'est provisoire, un pansement sur une hémorragie. Alexandre se leva lentement, s'approchant du pied du lit, gardant une distance respectueuse. Son regard, autrefois empreint de cet aplomb insupportable, cherchait maintenant le visage de Clara avec une dévotion presque religieuse. « Elle a gémi pendant la nuit », murmura-t-il, la voix rauque. Elle disait qu'elle avait froid aux jambes. J'ai demandé des couvertures supplémentaires,
mais les infirmières ont dit que sa température corporelle était normale. « C'est une neuropathie périphérique, Monsieur Laurent », répondit Clara sans lever les yeux de son écran. « Une inflammation des nerfs. Son propre corps attaque son système nerveux. Elle a froid, mais c'est une illusion de son cerveau. » Le mot « illusion » flotta dans l'air entre eux, chargé d'une ironie que seul le docteur Valéry pouvait percevoir. Alexandre passa une main tremblante dans ses cheveux grisants. « Que pouvons-nous faire pour la soulager? Je ne supporte pas de la voir souffrir. Docteur. » Il fit d'un pas vers elle, brisant la distance de sécurité. L'odeur de son désespoir frappa Clara de plein fouet. « Je ferai n'importe quoi. S'il faut une greffe, prenez ce dont vous avez besoin sur moi. Moelle osseuse, organes, peu importe le risque. Je vous signe toutes les décharges. Prenez ma vie, si cela peut sauver la sienne. » Clara cessa de taper sur sa tablette. Elle releva lentement la tête, ses yeux bruns, froids et impénétrables, plongeant dans le regard gris tempête de l'homme qui se tenait devant elle. Il était sincère. Clara le lisait avec une acuité parfaite. L'homme égoïste qui avait sacrifié la vie d'une jeune femme pour protéger son héritage n'existait plus. À la place se tenait un père prêt à s'arracher le cœur de la poitrine pour sa fille. C'était une révélation douloureuse, une dissonance cognitive qui secoua les fondations de la haine de Clara. S'il était capable d'un amour aussi sacrificiel, pourquoi ne l'avait-il pas trouvé digne d'une once de compassion 12 ans plus tôt? Pourquoi sa propre mère, à elle, valait-elle moins que cet enfant dans la grande balance de l'univers d'Alexandre Laurent? Cette pensée faillit faire vaciller le masque de Clara. Elle serra la mâchoire, repoussant l'amertume au fond de sa gorge. L'héroïsme ne guérit pas les maladies auto-immunes génétiques, Monsieur Laurent, cingla-t-elle, sa voix tranchante coupant l'élan émotionnel de l'homme. Nous n'en sommes pas aux greffes. Nous en sommes au stade de l'investigation. Ce que je veux de vous, ce ne sont pas vos organes. Ce sont des réponses. Elle posa sa tablette sur la table de nuit avec un claquement sec. Je veux l'historique médical complet de la famille Laurent, remontant à 3 générations. Je veux savoir si des cas similaires de déficience immunitaire obscure ont été étouffés, ignorés ou mal diagnostiqués chez vos ancêtres. La génétique ne ment pas, même si les familles tentent souvent de le faire. Alexandre baissa les yeux, une ombre de honte traversant ses traits fatigués. « Ma famille ?» Il hésita, cherchant ses mots. « Ma mère était très stricte sur l'image que nous devions projeter. La maladie était considérée comme une faiblesse inacceptable. S'il y a eu des antécédents, ils ont probablement été cachés. Une faiblesse inacceptable. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Clara, ravivant la flamme de sa rancœur. La maladie de sa mère à elle avait été une faiblesse inacceptable pour les Laurent. Clara s'était fait renvoyer parce que sa présence même, sa pauvreté, son appel à l'aide, égratignait le vernis parfait de leur monde. « Eh bien, Monsieur Laurent, » murmura Clara en s'approchant d'un pas, si près de lui qu'elle pouvait voir les minuscules vaisseaux sanguins éclater dans le blanc de ses yeux. Son regard était intense, presque féroce. « Il est temps de briser le silence de votre famille, car les secrets que vous avez si précieusement gardés pourraient bien être ce qui est en train de tuer votre fille aujourd'hui. Je veux ces dossiers sur mon bureau d'ici ce soir, où je ne pourrai rien faire. » Alexandre soutint son regard, impressionné, presque intimidé par la force écrasante qui émanait de cette femme médecin. Il ignorait que cette force avait été forgée dans le feu des enfers qu'il avait lui-même allumé. « Vous les aurez, docteur. Je retournerai le domaine pierre par pierre s'il le faut. » Il fit demi-tour, la démarche lourde, et se dirigea vers la porte. Clara resta immobile, les mains croisées dans le dos, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. La tension dans la pièce était palpable, une corde tendue à l'extrême, prête à rompre. Au moment où Alexandre posa la main sur la poignée,
Il s'arrêta. Il tourna légèrement la tête, regardant le profil de Clara, illuminé par la froide lumière néon. Son front se plissa, une expression de pure confusion traversant son visage. « Docteur Valérie » commença-t-il, sa voix hésitante, presque troublée. Clara retint son souffle. « Est-ce le moment ?» pensa-t-elle, le cœur tambourinant contre ses côtes. Voit-il au-delà des lunettes et des années ? « Oui » répondit-elle d'un ton neutre, refusant de se tourner vers lui. « Pardonnez-moi si cette question vous semble déplacée. Mais nous sommes-nous déjà rencontrés par le passé ? Il y a quelque chose dans votre voix. Une certaine façon que vous avez de prononcer mon nom. Cela m'est étrangement familier. » Le monde sembla s'arrêter de tourner. Le silence engloutit les bips des machines. Clara fixa le mur blanc devant elle. La vérité était là, suspendue dans l'air, au bord de ses lèvres. Elle aurait pu se retourner. Elle aurait pu retirer ses lunettes, le regarder dans les yeux et prononcer ces mots. « Je suis la femme que tu as laissée mourir dans la pluie. » Mais ce n'était pas l'heure. La justice émotionnelle, pour être véritablement cathartique, ne doit pas être précipitée. Elle doit cuire à feu doux, lentement, jusqu'à ce que l'âme soit prête à en supporter le poids. Clara tourna lentement la tête, fixant Alexandre avec une froideur absolue. Un masque de perfection clinique. « Vous êtes un homme puissant et très médiatisé, monsieur Laurent, » répondit-elle avec un calme glaçant. « Mon visage a figuré dans plusieurs revues médicales que vous avez dû consulter avant de venir me supplier de prendre votre fille en charge. C'est votre angoisse qui vous joue des tours. Maintenant, allez chercher ces dossiers. Le temps de Léa est compté. » Alexandre cligna des yeux, comme s'il s'éveillait d'un rêve étrange. La familiarité disparut, remplacée par l'urgence paternelle. Il hocha la tête, s'excusa d'un bref murmure et disparut dans le couloir. Clara s'appuya contre le mur, relâchant un souffle tremblant. Ses jambes menaçaient de se dérober sous elle. Le jeu du chat et de la souris venait de prendre un tournant dangereux. Chaque jour passé à ses côtés serait un pas de plus vers l'abîme. Elle regarda la petite Léa, dormant paisiblement sur son lit d'hôpital. La guerre froide était déclarée. Et au centre du champ de bataille, le cœur d'un enfant et les fantômes du passé attendèrent de voir qui remporterait la victoire finale. Les semaines qui suivirent se fondirent en une boucle temporelle épuisante, un huis clos, étouffant, où la frontière entre le jour et la nuit n'existait plus. À l'intérieur de l'unité de soins intensifs, le temps ne se mesurait plus en heures, mais en milligrammes de médicaments, en pourcentage d'oxygène et en battements de cœur tracés sur des écrans noirs. Dehors, l'automne parisien dépouillait les arbres de leurs feuilles, balayés par des vents glacés. Mais à l'intérieur, le climat restait figé dans une tension stérile et constante. Clara Valérie vivait pratiquement dans la clinique. Les cernes sous ses yeux trahissaient son manque de sommeil, habilement dissimulé sous une fine couche de maquillage que sa rigueur professionnelle lui imposait. Elle naviguait entre les laboratoires d'analyse, étudiant les prélèvements de moelle osseuse et les séquençages génétiques de la famille Laurent, cherchant l'aiguille mortelle dans une botte de foin biologique. Mais la véritable épreuve n'était pas médicale, c'était la proximité. Alexandre Laurent ne quittait jamais les lieux. L'homme qui dirigeait autrefois un empire financier depuis des gratte-ciels de verre avait réduit son univers entier à une chaise en plastique inconfortable, placée dans l'angle de la chambre 402. Le milliardaire arrogant s'était évaporé, remplacé par une coquille vide, un père consumé par la terreur de perdre son unique enfant. Il portait souvent les mêmes vêtements froissés 2 jours de suite. Sa barbe poivre et sel avait poussé, lui donnant un air négligé, presque sauvage. Clara l'observait en silence à travers la vitre de la chambre. La rancœur, cette flamme sombre qui l'avait maintenue en vie pendant des années, vacillait face à ce spectacle. Elle voyait Alexandre tenir la petite main perfusée de Léa pendant des heures,
murmurant des histoires inventées pour chasser les cauchemars provoqués par la fièvre. Elle voyait cet homme, qui n'avait jamais daigné se baisser pour ramasser un objet tombé à terre, nettoyer doucement le front en sueur de sa fille avec un gant de toilette humide, avec une infinie précaution. Où était ce dévouement, cette tendresse brute, lorsqu'elle l'implorait sous la pluie, 12 ans plus tôt? Cette dissonance cognitive torturait Clara. Chaque acte d'amour paternel qu'il posait érodait un peu plus la haine qu'elle s'efforçait de maintenir intacte. C'était un poison lent. Elle ne voulait pas ressentir de l'empathie pour lui. Elle refusait de voir l'être humain derrière le monstre de son passé. Et pourtant, dans le silence lourd des nuits de garde, lorsqu'ils se croisaient près de la machine à café du couloir, l'humanité de leur situation partagée était indéniable. Une nuit, vers 2 heures du matin, Clara sortit de son bureau pour vérifier les dernières constantes de Léa. Le couloir était plongé dans une pénombre bleutée, silencieux, à l'exception du ronronnement de la climatisation. Elle trouva Alexandre debout près de la baie vitrée du couloir, une tasse de café fumante et intacte entre ses mains tremblantes. Il regardait la ville endormie en contrebas, les épaules affaissées. Au bruit des talons de Clara, il se tourna légèrement. La lumière crue des néons de sécurité accentuait la pâleur de son visage et la détresse insondable de ses yeux gris. Il ne dit rien. Clara s'arrêta à quelques mètres de lui, son dossier contre la poitrine, comme un bouclier. Elle aurait dû l'ignorer. Elle aurait dû marcher jusqu'à la chambre de Léa, mais une force invisible, peut-être l'épuisement extrême qui abaisse nos défenses les plus solides, la retint sur place. « Elle a souri aujourd'hui », murmura soudain Alexandre, la voix éraillée par le silence prolongé. Il ne la regardait pas, fixant le liquide sombre dans son gobelet en carton. Quand l'infirmière lui a apporté ce nouveau doudou, un tout petit sourire. Ça faisait des semaines que je n'avais pas vu ses fossettes. Clara déglutit. La vulnérabilité de cet instant était presque insupportable. Elle resserra son emprise sur son dossier. Les stéroïdes réduisent l'inflammation articulaire, Monsieur Laurent. La douleur recule, ce qui lui permet de relâcher les muscles de son visage. C'est une réaction mécanique, répondit-elle, s'efforçant de maintenir un ton strictement clinique, froid, implacable. Alexandre ferma les yeux, un sourire triste et amer étirant ses lèvres gercées. « Vous avez cette capacité fascinante, docteur, de transformer un miracle en une simple équation mathématique. Vous refusez obstinément l'espoir, n'est-ce pas ?» Clara sentit une étincelle de colère, ou peut-être de panique, s'allumer en elle. Il s'approchait trop près de la vérité. L'espoir est un luxe que la médecine ne peut se permettre, rétorqua-t-elle, le regard dur. L'espoir aveugle. Les faits sauvent des vies, et les faits nous disent que le système immunitaire de votre fille s'autodétruit et que nous n'avons toujours pas identifié la mutation génétique exacte qui en est la cause. Alexandre leva enfin les yeux vers elle. Leurs regards s'accrochèrent dans la pénombre. Il y avait une intensité dans ses yeux, une question muette qui fit battre le cœur de Clara un peu plus vite. « Pourquoi me détestez-vous autant » lâcha-t-il soudainement. La question, posée sans aucune agressivité, mais avec une curiosité brisée, tomba entre eux comme une pierre dans un lac silencieux. Les mains d'Alexandre tremblaient, si fort que quelques gouttes de café brûlant éclaboussèrent à ses doigts, mais il ne sembla pas le remarquer. « Je ne suis pas stupide, docteur Valéry, » continua-t-il, la voix basse. « Je vois comment vous me regardez. Je vois le dégoût que vous cachez derrière votre professionnalisme. Les autres médecins de cette clinique me traitent avec déférence, avec pitié, ou avec l'obéissance due à mon compte en banque. Mais vous me regardez comme si je n'étais rien, comme si j'étais répugnant. Ai-je fait quelque chose pour vous offenser ?» Le souffle de Clara se bloqua dans sa gorge.
L'air sembla se raréfier. Comme si tu n'étais rien. Les mots exacts qu'il avait utilisés pour la jeter dans les ténèbres. L'ironie était si violente qu'elle en donna presque le vertige à la jeune femme. Son esprit hurlait de lui crier la vérité, de lui jeter son passé au visage, de le voir s'effondrer sous le poids de sa propre monstruosité. Elle soutint son regard, luttant pour garder son masque d'indifférence. Elle s'approcha d'un pas, réduisant la distance, son aura de médecin dominant la fragilité de l'homme brisé. « Vous confondez le mépris avec la concentration, Monsieur Laurent, » dit-elle d'une voix dangereusement calme, chaque syllabe tranchante comme un scalpel. « Vous êtes habitué à ce que le monde entier s'agenouille devant votre nom. Vous exigez l'adoration, même dans la tragédie. Je n'ai pas le temps de ménager votre ego blessé. Mon seul et unique objectif est la survie de la patiente de la chambre 402. Ce que je pense de vous, en tant qu'homme, n'a absolument aucune importance. » Alexandre encaissa les mots, reculant d'un demi-pas, comme frappé physiquement par la froideur de la déclaration. Il baissa la tête, vaincu. « Vous avez raison. Pardonnez-moi. Je perds la tête. » Il posa son gobelet sur le rebord de la fenêtre et passa ses mains tremblantes sur son visage. « Je vous en prie, retournez auprès d'elle. » Clara tourna les talons sans ajouter un mot, fuyant cette conversation avant que ses propres barrières ne cèdent. Elle entra dans la chambre de Léa, refermant doucement la lourde porte insonorisée derrière elle, s'appuyant contre le battant, les yeux fermés, le cœur martelant ses côtes à s'en rompre. Ce jeu la détruisait à petit feu. La semaine suivante marqua un tournant critique. L'état de Léa devint instable. Les fièvres nocturnes se firent plus intenses, plongeant l'enfant dans des états de délire inquiétants. Clara multipliait les ajustements de traitement, son esprit analytique tournant à plein régime, refusant de laisser la mort franchir le seuil de cette chambre. Ce fut lors d'une de ces nuits interminables que la digue finit par se rompre. Il était 3 heures du matin, l'heure où l'âme humaine est la plus vulnérable, où les ombres s'allongent et où la fatigue brouille les frontières de la raison. La chambre n'était éclairée que par la lueur blafarde des moniteurs médicaux et une petite veilleuse de nuit projetant des étoiles pâles au plafond. Léa s'agitait dans son sommeil, gémissant de douleur, de petites perles de sueur coulant sur son front brûlant. Les alarmes des machines commençaient à émettre de légers bips d'avertissement, signalant une accélération dangereuse du rythme cardiaque. Alexandre était recroquevillé dans son fauteuil, épuisé, tombé dans un sommeil lourd et agité, la tête reposant de travers sur son bras. Clara s'approcha rapidement du lit. Elle vérifia les perfusions, ajusta le débit des analgésiques et prépara une compresse d'eau froide. Ses gestes étaient très précis, rapides, mais l'angoisse oppressante de la pièce commençait à l'atteindre. Elle voyait la petite fille lutter de toutes ses forces. La souffrance de cet enfant innocent fissurait la glace du cœur du docteur Valéry. Elle s'assit au bord du lit et posa délicatement la compresse fraîche sur le front de Léa. La petite gémit, tournant la tête, cherchant du réconfort dans le vide. Sans réfléchir, guidée par un instinct maternel profondément enfoui, Clara prit la minuscule main fiévreuse de l'enfant dans la sienne. Et alors, l'inconscient prit le relais. Pour apaiser l'enfant, pour repousser la peur qui menaçait de l'envahir elle-même, Clara commença à murmurer. Au début, ce n'était qu'un son vague, un souffle apaisant. Puis, une mélodie s'en détacha. Ce n'était pas n'importe quelle mélodie. C'était une vieille berceuse de la campagne française, une chanson que la mère de Clara lui chantait lorsqu'elle était enfant, dans leur petit appartement glacial. Une mélodie triste et douce, parlant d'un oiseau blessé attendant le retour du printemps. C'était cette même chanson que Clara fredonnait des années plus tôt, tard dans la nuit, alors qu'elle frottait à genoux le sol en marbre de la bibliothèque des Laurent.
C'était la chanson qu'elle chantait le soir où Alexandre l'avait surprise pour la première fois. La mélodie qui avait été la bande-son de leur illusion amoureuse. La voix de Clara, d'abord un chuchotement à peine audible, prit un peu d'assurance, remplissant le silence de la chambre de ses notes mélancoliques. Elle ne regardait que le visage de Léa, dont les traits commençaient miraculeusement à se détendre, sous l'effet de la musique et de la caresse. Clara était loin. Elle n'était plus dans la clinique privée. Elle était de retour dans l'odeur de cire d'abeille et de vieux livres, croyant naïvement à l'amour. Dans le coin de la pièce, une respiration se bloqua. Le sommeil d'Alexandre avait été brisé par les premières notes, mais il ne bougea pas tout de suite. Le cerveau, au réveil, met un instant à différencier le rêve de la réalité. Il garda les yeux mi-clos, écoutant cette mélodie familière qui semblait surgir des tréfonds de sa mémoire, réveillant un fantôme qu'il tentait d'étouffer depuis 12 ans. La berceuse de l'oiseau blessé. Alexandre ouvrit grand les yeux. L'obscurité de la chambre sembla soudain tourner autour de lui. Son regard se posa sur la silhouette du docteur Valérie, assise au bord du lit de sa fille, la tête légèrement penchée. Dans l'éclairage bleuté du moniteur cardiaque, les lunettes strictes de Clara avaient légèrement glissé sur son nez. Ses cheveux, d'ordinaire attachés de façon rigide, avaient échappé à leur chignon, quelques mèches encadrant la douceur retrouvée de son profil, détendue par la tendresse du moment. Et la voix, ce n'était plus la voix froide, métallique et autoritaire du médecin-chef. C'était une voix pure, légèrement voilée, d'une douceur infinie. La voix d'un ange déchu. La voix de sa Clara. Le choc fut si violent qu'Alexandre eut l'impression qu'un poignard venait de lui transpercer les poumons. L'air quitta son corps d'un seul coup. Le temps se figea. Les 12 dernières années s'effondrèrent sur elles-mêmes en une fraction de seconde, superposant l'image de la jeune femme de chambre terrifiée, trempée par la pluie, à celle de la femme puissante et glaciale qui tenait désormais la vie de sa fille entre ses mains. Ce n'était pas une ressemblance fortuite. C'était elle, Clara. L'horreur de la réalisation le frappa avec la force d'un tsunami. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté aveuglante et dévastatrice. La froideur inexpliquée, le mépris glacial dans ses yeux, le refus absolu de toute empathie, l'avertissement de ne pas utiliser son argent. Tout prenait un sens macabre. La femme qu'il suppliait à genoux de sauver son enfant était la même femme qu'il avait publiquement humiliée, accusée à tort, et jetée à la rue pour sauver sa propre réputation de lâche. Il regarda ses propres mains, ces mains qu'il avait repoussées. Il l'avait laissée affronter la misère. Il l'avait détruite. Et maintenant, le destin, avec une ironie cruelle et vengeresse, l'avait ramenée à elle, nue, dépouillée de tout pouvoir, la suppliant pour la seule chose qui comptait à ses yeux. Un sanglot étranglé s'échappa de la gorge d'Alexandre avant qu'il ne puisse le retenir. Le son fut faible, mais dans le silence de la nuit, il claqua comme un coup de feu. Clara s'arrêta de chanter instantanément. Son dos se raidit, telle une proie ayant entendu le craquement d'une brindille sous la botte du chasseur. La magie du moment se désintégra. Elle ne se retourna pas immédiatement. Elle ferma les yeux, et Alexandre put voir la posture maternelle disparaître en une seconde, remplacée par la rigidité absolue du docteur Valérie. Le masque de fer s'abattait à nouveau, mais il était trop tard. La faille avait été exposée. Lentement, Clara se leva du bord du lit. Elle repoussa ses lunettes sur l'arête de son nez d'un geste mécanique, ajusta sa blouse et se tourna finalement vers lui. Alexandre s'était levé. Il se tenait à quelques pas, vacillant, le visage inondé de larmes silencieuses, les traits tordus par un mélange de choc, de honte absolue et de désespoir. Il la regardait comme s'il voyait un fantôme. Son monde entier venait de s'écrouler, pulvérisé par le poids de sa propre culpabilité.
Il ouvrit la bouche pour parler, mais ses lèvres tremblaient trop. Il fit un pas incertain vers elle, levant une main tremblante, comme pour s'assurer qu'elle était réelle. « C'est... Clara ?» Le nom franchit ses lèvres, dans un souffle brisé, éraillé, une prière profanée. « Mon Dieu, c'est toi, c'est vraiment toi !» La poitrine de Clara se souleva sous une respiration courte et rapide, mais son visage restait impassible, d'une pâleur mortelle. La terreur de la révélation avait disparu, remplacée par une fureur froide, ancienne, une colère purifiée par des années de silence. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur Laurent, » dit-elle, la voix si plate et si froide qu'elle aurait pu geler l'air de la pièce. « Ne faites pas ça, » supplia Alexandre, ignorant la distance, s'approchant encore, tombant presque à genoux, son regard dévorant le visage de la femme qu'il avait aimée en cachette et détruite au grand jour. « Je te reconnais. La chanson. Tes yeux. » Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Clara, je t'en supplie, regarde-moi. C'est moi. La souffrance dans sa voix était viscérale, mais pour Clara, elle résonnait comme l'écho de ses propres cris, 12 ans plus tôt, lorsqu'elle frappait contre les grilles de son manoir sous la pluie battante. La compassion qu'elle avait ressentie quelques minutes auparavant s'évapora, laissant place à la juge implacable de son propre passé. « Écoutez-moi très attentivement, Alexandre », prononça-t-elle. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. L'effet fut foudroyant. Alexandre s'immobilisa, les yeux écarquillés, suspendus à ses lèvres. Clara s'avança, son regard brûlant d'une intensité terrifiante, jusqu'à ce qu'elle soit à quelques centimètres de lui. Elle ne recula pas. Elle était la tempête maintenant. « Il n'y a pas de Clara ici. Clara est morte il y a 12 ans, sur le trottoir humide devant votre palais de mensonges, étouffée par votre lâcheté. » Chaque mot tombait comme un couperet, précis, sans éclat de voix, ce qui les rendait d'autant plus mortels. La femme qui se tient devant vous est le docteur Valérie. Je suis le seul rempart entre votre fille et la mort. Alexandre laissa échapper un sanglot douloureux, portant les mains à son visage, écrasé par la vérité de ses paroles. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Si tu savais à quel point je me hais pour ce que je t'ai fait. »« Je m'en fiche de vos remords, » coupa Clara, sa voix tranchante coupant l'air. « Vos excuses arrivent avec une décennie de retard et ne valent absolument rien. Ne vous méprenez pas sur la situation. Je ne soigne pas votre fille pour vous. Je le fais parce qu'elle est innocente et qu'elle ne mérite pas de payer le prix de l'âme corrompue de son père. » Elle fit un pas en arrière, reprenant le contrôle absolu de l'espace, rétablissant la frontière infranchissable entre eux. « Ici, il n'y a pas de passé, monsieur Laurent. Il n'y a que l'avenir de Léa. Vous garderez vos larmes, vos regrets et votre culpabilité en dehors de ma clinique. Si vous ne pouvez pas le supporter, la porte est derrière vous. Mais si vous restez, vous ne prononcerez plus jamais ce nom. Est-ce clair ?» Alexandre la regarda à travers le rideau de ses larmes. L'homme puissant, l'héritier indomptable, n'était plus qu'un amas de regrets brisés sur le sol de l'hôpital. Il hocha lentement la tête, incapable d'articuler un seul mot, la gorge serrée par la honte la plus profonde qu'il ait jamais ressentie. Clara soutint son regard une seconde de plus, vérifiant que la capitulation était totale. Puis, sans une once d'émotion visible, elle se retourna et marcha vers la porte. Ses pas étaient réguliers, ses épaules droites. Mais lorsqu'elle referma la porte de la chambre derrière elle, se retrouvant seule dans le couloir désert de la clinique, Clara s'appuya lourdement contre le mur de béton froid. Ses mains se mirent à trembler de manière incontrôlable. Elle plaqua une main sur sa bouche pour étouffer le cri qui menaçait de lui déchirer la poitrine. Le secret était détruit. Le passé venait d'entrer en collision avec le présent, à une vitesse vertigineuse. La véritable guerre, la guerre de la justice émotionnelle et du pardon, venait tout juste d'éclater.
et Clara ne savait pas si elle y survivrait une seconde fois. Chers auditeurs, on dit souvent que l'univers possède une mémoire infaillible. Nous pouvons fuir nos erreurs, nous cacher derrière des murs d'argent, de pouvoir ou d'indifférence, mais les dettes de l'âme finissent toujours par être réclamées. Il y a une justice silencieuse dans ce monde, une mécanique invisible qui s'assure que chaque larme versée injustement dans le passé trouve son écho dans le présent. Et lorsque cette heure sonne, elle ne demande pas d'explication. Elle exige simplement que l'on regarde la vérité en face. Pour Alexandre Laurent, cette heure allait sonner avec la violence d'un orage d'été. 2 jours seulement après cette nuit de révélation dévastatrice, le fragile équilibre médical de la petite Léa vola en éclats. Il était 14 heures, un mardi après-midi, lorsque les alarmes de la chambre 402 déchirèrent le silence feutré de l'unité des soins intensifs. Ce n'était pas le bip régulier d'une légère anomalie, mais le hurlement strident et continu d'un arrêt respiratoire imminent. Dans son bureau, à l'autre bout du couloir, Clara releva la tête de ses microscopes, le sang se glaçant dans ses veines. L'instinct prit instantanément le pas sur la fatigue. Elle se précipita hors de la pièce, sa blouse blanche volant derrière elle, courant à perdre haleine. Lorsqu'elle franchit les portes battantes, la scène était chaotique. Alexandre était plaqué contre le mur, le visage blanc comme un linceul, les yeux exorbités par la terreur, incapable de faire le moindre mouvement. Autour du lit de Léa, 2 infirmières luttaient pour maintenir la petite fille dont le corps frêle était secoué par de violentes convulsions. Ses lèvres avaient pris une teinte bleutée terrifiante. Son système immunitaire, devenu complètement fou, attaquait désormais ses poumons et son cœur de manière simultanée. « Chariot d'urgence, tout de suite !» hurla Clara, sa voix tranchant la panique ambiante avec l'autorité absolue d'un général sur le champ de bataille. « Préparez une intubation. Elle ne s'oxygène plus. Poussez 2 mg d'épinéphrine. » Elle s'empara de l'insufflateur manuel, le plaquant sur le visage minuscule de l'enfant, forçant l'air dans ses poumons défaillants. Ses mains, qui tremblaient de rage et de douleur quelques nuits auparavant, étaient maintenant d'une fermeté mécanique, guidées par des années de pratique acharnée. « Docteur » balbutia Alexandre, s'avançant d'un pas chancelant, tendant une main vers le lit, l'air d'un homme à qui l'on arrachait le cœur à main nue. « Faites quelque chose. Clara, je t'en supplie. »« Sortez-le d'ici » ordonna Clara sans même lui accorder un regard, les yeux fixés sur le moniteur cardiaque dont la ligne menaçait de s'aplatir. « Sortez-le de ma chambre. Je dois travailler. » 2 aides-soignants attrapèrent Alexandre par les bras et le tirèrent de force vers le couloir. Il ne lutta pas. Il se laissa traîner, les yeux rivés sur le visage de sa fille, qui disparaissait derrière le dos du médecin, jusqu'à ce que les lourdes portes se referment sur lui avec un claquement sourd, le condamnant à l'enfer de l'attente. Les 48 heures qui suivirent furent une descente aux enfers. Clara ne quitta pas la clinique. Elle ne dormit pas. Elle ne mangea pas. Elle devint une machine, un pur intellect carburant à l'adrénaline et à une volonté de fer. La crise de Léa avait fourni une nouvelle série de données sanguines, une carte macabre de la destruction en cours. Enfermée dans le laboratoire d'immunologie, entourée de tasses de café froid et de piles de dossiers, Clara croisait les séquençages génétiques de l'enfant avec les dossiers historiques que la famille Laurent avait fini par fournir. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Elle épuisait sa propre force vitale pour sauver l'héritière de l'Empire qui l'avait détruite. Mais à cet instant, il n'y avait plus de ressentiment, plus de vengeance. Il n'y avait que le serment d'Hippocrate et le visage innocent d'une petite fille qui serrait un lapin en peluche. Pendant ce temps, dans la salle d'attente lugubre réservée aux familles, Alexandre Laurent vivait son propre purgatoire. L'homme qui pesait des milliards,
qui pouvait ruiner des entreprises d'un simple claquement de doigts, était réduit à une ombre recroquevillée sur un siège en simili-cuir. Le silence de la salle d'attente était une torture plus cruelle que les alarmes. Chaque minute qui passait était une goutte de poison instillée dans ses veines. Il priait un Dieu auquel il n'avait jamais cru. Il offrait sa propre vie en échange de celle de sa fille, promettant de renoncer à tout, de disparaître, de vivre dans la misère si seulement la porte s'ouvrait avec de bonnes nouvelles. C'est au cœur de cette deuxième nuit d'angoisse qu'une figure s'approcha de lui. C'était Hélène, l'infirmière en chef de la clinique. Une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux poivre et cils coupés courts, et au regard empreint d'une sagesse rude. Hélène n'était pas seulement une collègue pour Clara. Elle était la femme qui l'avait recueillie dans les couloirs de l'hôpital public, des années plus tôt, lorsqu'elle n'était qu'une étudiante squelettique et désespérée. Elle connaissait toute l'histoire. Hélène s'assit lourdement sur la chaise adjacente à celle d'Alexandre. Elle posa 2 gobelets de thé chaud sur la petite table basse. « Buvez, monsieur Laurent. Vous êtes en train de vous déshydrater », dit-elle d'une voix qui n'admettait aucune réplique. Alexandre secoua la tête, les yeux fixés sur le sol, les mains enfouies dans ses cheveux ébouriffés. « Je ne peux rien avaler, pas tant que je ne sais pas si elle respire. » Hélène prit son propre gobelet, soufflant doucement sur le liquide brûlant. Elle l'observa un long moment. Le mépris qu'elle ressentait pour cet homme bataillait avec la pitié que lui inspirait sa détresse paternelle actuelle. Mais certaines vérités, chers auditeurs, doivent être dites. Car il n'y a pas de véritable rédemption sans une confrontation absolue avec les conséquences de nos actes. « Le docteur Valérie est avec elle », dit finalement Hélène. Elle n'a pas quitté son poste depuis 36 heures. Si quelqu'un sur cette terre peut ramener votre fille, c'est elle. Elle possède une force que vous ne pouvez même pas concevoir. Alexandre releva lentement la tête, ses yeux rougis et gonflés, rencontrant le regard sévère de l'infirmière. « Je le sais. Je sais qui elle est. J'ai compris, il y a 2 nuits. » Sa voix se brisa, se transformant en un murmure pitoyable. « C'est Clara. Et elle me hait. Elle a toutes les raisons du monde de me laisser pourrir ici. » Hélène eut un rire amer, dénué de la moindre joie. « Vous pensez savoir ? Vous pensez qu'il suffit de reconnaître son visage et de pleurer un peu pour comprendre l'ampleur de ce que vous avez fait. » L'infirmière se tourna complètement vers lui, posant son gobelet. Le ton de sa voix baissa, devenant tranchant et glacé. « Vous l'avez jeté dehors un soir de novembre, sous la pluie. Vous l'avez laissé être accusé de vol, détruisant sa réputation, l'empêchant de retrouver le moindre travail honnête dans une maison bourgeoise. Mais savez-vous ce qui s'est passé ensuite, monsieur Laurent ? Savez-vous quel a été le véritable prix de votre petite lâcheté de garçon riche ? » Alexandre sentit un étau se resserrer autour de sa poitrine. Une panique nouvelle, viscérale, s'empara de lui. Il n'avait jamais cherché à savoir. Dans sa lâcheté, il avait préféré imaginer qu'elle était retournée dans sa banlieue, qu'elle avait trouvé un autre emploi, qu'elle l'avait simplement oublié. « Que s'est-il passé ?» murmura-t-il, la peur paralysant sa langue. Hélène le fixa, implacable, devenant le bourreau émotionnel dont le destin avait besoin. Sa mère, monsieur Laurent. Sa mère souffrait d'une maladie pulmonaire grave. Clara payait ses médicaments avec l'argent qu'elle gagnait en nettoyant vos sols en marbre. Le soir où vous l'avez fait renvoyer sans solde, le soir où vous lui avez volé sa dignité, vous lui avez aussi volé la possibilité d'acheter le traitement de sa mère. Alexandre arrêta de respirer. Le monde autour de lui sembla s'effondrer au ralenti. Elles ont été expulsées de leur logement 2 semaines plus tard, continua Hélène, frappant chaque mot comme un clou dans le cercueil de la conscience d'Alexandre. Elles se sont retrouvées à la rue, en plein hiver. La mère de Clara n'a pas survécu au mois de janvier.
Elle est morte de froid et de complications respiratoires dans un refuge d'urgence, en tenant la main de sa fille. Clara a dû supplier les services sociaux pour obtenir une sépulture digne. Non, gémit Alexandre, portant ses mains à ses oreilles comme pour bloquer le son, fermant les yeux avec force, les larmes jaillissant de plus belle. Non, s'il vous plaît. Si, trancha Hélène, refusant de lui accorder la moindre pitié. Clara s'est retrouvée totalement seule. Elle a dormi dans les stations de métro. Elle a nettoyé les toilettes des hôpitaux publics la nuit pour avoir le droit de dormir dans les salles d'attente le jour. Elle mangeait les restes laissés sur les plateaux repas des patients. Elle étudiait ses cours de médecine sous les lampadaires de la rue. Tout cela pendant que vous repreniez l'entreprise familiale et buviez du champagne dans des galas de charité. Alexandre se plia en deux, le souffle coupé, le front touchant presque ses genoux. Un cri étouffé, animal, s'arracha de sa gorge. La douleur physique qu'il ressentait à cet instant était indescriptible. Il n'avait pas seulement brisé le cœur d'une jeune fille, il l'avait condamnée à la mendicité. Il avait, par omission, causé la mort de sa mère. Il était un meurtrier en costume 3 pièces. Alors ne venez pas pleurer sur votre sort aujourd'hui, Alexandre Laurent, conclut Hélène en se levant, la dominant de toute sa hauteur. Clara Valérie est la femme la plus extraordinaire que je connaisse, car elle utilise aujourd'hui ces mêmes mains que vous avez laissées geler dans le métro pour sauver l'enfant de son propre bourreau. Souvenez-vous de cela lorsque vous oserez encore croiser son regard. L'infirmière s'éloigna, le laissant seul dans la lumière blafarde du couloir. Alexandre resta plié en deux, pleurant d'une manière si primitive, si absolue, qu'il semblait vomir son âme entière, son ego, sa fierté, son héritage. Tout était réduit en cendres par le feu de sa honte. Le milliardaire était mort dans cette salle d'attente, laissant place à un être humain nu, brisé, confronté à la monstruosité de son propre reflet. Au même moment, dans le silence stérile du laboratoire, un miracle s'opérait. À la 44e heure, les yeux injectés de sang et les mains tremblantes d'épuisement, Clara trouva la clé. Une anomalie microscopique, une mutation génétique rare cachée dans la branche maternelle de la famille Laurent. Une fois l'ennemi identifié, la stratégie devint claire. Elle formula une combinaison spécifique d'anticorps monoclonaux, un traitement ciblé d'une précision chirurgicale. Elle retourna dans la chambre de Léa. Avec l'aide de son équipe, elle injecta le sérum dans les perfusions de la petite fille. Et puis, elle s'assit. Et elle attendit. C'était l'épreuve ultime. La science avait fait tout ce qu'elle pouvait. Le reste appartenait au corps de l'enfant et à ce fil invisible qui relie la vie à l'espoir. Clara prit la petite main de Léa. Elle ne chanta pas cette fois. Elle ferma simplement les yeux, priant l'univers, priant sa propre mère disparue, de laisser cet enfant vivre. Au bout de 4 heures, à l'aube, le miracle se produisit. Les alarmes se turent, les unes après les autres. La fréquence cardiaque de Léa ralentit pour retrouver un rythme régulier, fort, presque paisible. La teinte bleutée de ses lèvres disparut, remplacée par un rose tendre. La fièvre tomba drastiquement. L'orage intérieur de son corps venait de se dissiper. La bataille était gagnée. Clara laissa échapper un soupir qui semblait contenir les larmes des 12 dernières années. Elle relâcha la main de la petite, recula d'un pas et se sentit soudainement très, très faible. L'adrénaline, qui l'avait maintenue debout, évacuait son corps d'un seul coup, la laissant vidée, chancelante. Elle confia la surveillance à l'équipe de garde et sortit de la chambre en titubant presque. Le couloir était désert. À travers les grandes baies vitrées de la clinique, la lumière pure et dorée du matin commençait à inonder Paris, chassant les ombres de la nuit. La tempête était passée. Clara se dirigea lentement vers son bureau. Elle ouvrit la lourde porte en acajou,
entra et laissa son corps épuisé s'effondrer dans son fauteuil. Elle retira ses lunettes, frotta ses yeux brûlants et regarda ses mains. Ses mains qui avaient nettoyé la saleté des autres, ses mains qui avaient fouillé les poubelles, ses mains qui venaient d'arracher une enfant à la mort. Elle avait gagné. Elle avait triomphé de la maladie, mais surtout, elle avait triomphé de l'obscurité qui aurait pu la transformer en un monstre vengeur. En sauvant la fille d'Alexandre Laurent, Clara s'était sauvée elle-même. Elle s'était libérée des chaînes de son passé. Un léger bruit la fit sursauter. La porte de son bureau, qu'elle n'avait pas fermée à clé, s'entr'ouvrit. Alexandre se tenait sur le seuil. S'il était l'ombre de lui-même la veille, il n'était plus qu'un spectre aujourd'hui. Son visage était ravagé, ses yeux gonflés par des heures de pleurs ininterrompus. Ses vêtements étaient froissés, ses épaules voûtées par un poids insoutenable. Il avait été informé par les infirmières. Il savait que sa fille était tirée d'affaire, que le traitement fonctionnait, que le cauchemar médical était terminé. Il s'avança dans le bureau avec la lenteur d'un condamné à mort marchant vers l'échafaud. Clara ne bougea pas. Elle l'observa, assise dans son fauteuil, le visage d'une pâleur cadavérique, épuisée mais majestueuse dans sa victoire silencieuse. Alexandre s'arrêta au milieu de la pièce, à quelques mètres du bureau. Il regarda cette femme. Il regarda les cernes profonds sous ses yeux, l'épuisement gravé dans chaque ligne de son visage, sacrifié pour l'enfant de l'homme qui l'avait détruite. Et là, mes chers auditeurs, l'impensable se produisit. La justice émotionnelle atteignit son paroxysme. L'homme le plus fier de Paris, le milliardaire orgueilleux qui n'avait jamais courbé l'échine devant personne, plia les genoux. Lentement, presque solennellement. Ses genoux heurtèrent le sol moqueté du bureau. Il posa ses mains à plat sur le sol, baissant la tête jusqu'à ce que son menton touche sa poitrine, dans un geste de soumission totale et absolue. Il s'effondrait. Clara, sa voix n'était qu'un râle déchirant, noyé par les sanglots qui recommençaient à secouer son corps entier. Il pleurait de manière viscérale, sans aucune retenue, des larmes de gratitude, de honte, de douleur et d'une admiration écrasante. « Hélène m'a dit !» hoqueta-t-il, incapable de lever les yeux vers elle. « Elle m'a raconté pour ta mère, pour la rue, pour le froid, pour tout l'enfer que je t'ai fait subir à cause de ma pathétique lâcheté. Mon Dieu, Clara, je t'ai tuée, j'ai tué ta mère. Et toi, tu as passé 48 heures sans dormir pour sauver l'unique chose qui me maintient en vie. » Clara resta silencieuse. Elle regardait le sommet de son crâne, ses épaules secouées par les spasmes de ses pleurs. L'image de lui, la jetant sous la pluie, flasha dans son esprit, superposée à l'homme brisé à genoux devant elle. La balance était enfin à l'équilibre. Le karma avait terminé son œuvre. « Je suis un monstre », continua Alexandre, la voix étouffée par ses larmes, frappant doucement le poing contre le sol, rongé par la haine de lui-même. « Je ne mérite pas ton pardon. Je ne te le demanderai même pas, car ce serait une insulte à ta souffrance. Je veux juste que tu saches que tu es la femme la plus extraordinaire qui ait jamais marché sur cette terre. Ton cœur est une lumière pure, et le mien est une fosse de lâcheté. Si tu m'avais laissé regarder ma fille mourir, ça n'aurait été qu'une fraction de la justice que je mérite. » Il releva légèrement la tête, ses yeux noyés de larmes, fixant le bord du bureau en acajou, n'osant toujours pas affronter le regard de la déesse de la miséricorde qui se tenait devant lui. « Je te donnerai tout, l'entreprise, ma fortune, ma vie. Je disparaîtrai si c'est ce que tu veux. Tu n'auras plus jamais à supporter la vue de mon visage. Mais merci, merci, Clara, de ne pas être devenue le monstre que j'étais. Merci d'avoir sauvé ma petite fille. » Le silence retomba dans la pièce, lourd, dense, chargé d'une émotion si puissante
qu'elle en devenait presque palpable. Seuls les sanglots étouffés de l'homme à genoux brisaient le calme du petit matin. Clara prit une longue, lente inspiration. L'armure de glace qui enserrait son cœur depuis 12 ans commença à fondre. Non pas par amour pour cet homme. L'amour naïf d'autrefois était mort, et bien mort. Mais la haine, elle aussi, se consumait. Elle voyait la destruction totale de son ego, la véritable agonie d'une âme prenant conscience de ses péchés. La vengeance, réalisait-elle, est un repas froid qui laisse un goût amer dans la bouche. La véritable force, la véritable libération, résidait dans l'acte de lâcher prise. Elle se leva doucement de son fauteuil. Ses jambes tremblaient légèrement, mais elle contourna le bureau. Elle s'avança jusqu'à lui et s'arrêta à quelques centimètres de l'homme prosterné. Elle baissa les yeux vers lui. Elle repensa à sa mère, au froid glacial du métro, à la faim qui tordait l'estomac. Mais elle pensa aussi au sourire paisible de Léa, dormant dans la chambre d'à côté, sauvée des ténèbres. « Relevez-vous, Alexandre, » murmura Clara. Sa voix était faible, fatiguée, mais dénuée de la froideur tranchante des semaines passées. C'était la voix d'une femme qui avait traversé l'enfer et qui en était ressortie apaisée. Alexandre secoua la tête, refusant de bouger, incapable de se tenir debout devant elle. « Relevez-vous » répéta-t-elle avec un peu plus de fermeté, s'accroupissant légèrement pour attraper son bras. Au contact de sa main, Alexandre tressaillit, comme s'il avait été brûlé par du fer chaud. Mais il obéit. Il se releva péniblement, vacillant, incapable de la regarder dans les yeux. Il garda la tête baissée, les larmes coulant toujours sur ses joues mal rasées. Clara le regarda intensément. L'heure n'était plus aux reproches. L'heure n'était plus à la colère. Le poison avait été extrait. Il était temps de laisser la plaie se refermer. « Tu ne me rendras jamais ma mère, Alexandre, et tu ne me rendras jamais les années de jeunesse que la rue m'a volées, » dit-elle d'une voix douce, mais empreinte d'une vérité absolue. Ce que tu as fait était impardonnable. Alexandre ferma les yeux, encaissant les mots, sachant qu'ils étaient justes. Mais, poursuivit Clara, l'obligeant à rouvrir les yeux par le changement subtil de son intonation. L'homme qui m'a laissé sous la pluie n'existe plus. Je l'ai vu mourir dans cette clinique au cours des dernières semaines. J'ai vu un père naître de ses cendres. Un père prêt à donner sa vie pour son enfant. Elle fit une pause, laissant les mots s'ancrer dans l'esprit tourmenté du milliardaire. Je n'ai pas sauvé ta fille pour me venger, et je ne l'ai pas sauvée pour ton argent. Je l'ai fait parce que la vie est sacrée. Et parce que ma mère, celle que tu as indirectement condamnée, m'a appris que la haine est un poison que l'on boit soi-même en espérant que l'autre meure. J'ai fini de boire ce poison, Alexandre. Il leva enfin les yeux vers elle, son regard cherchant désespérément à comprendre la profondeur de la grâce qui lui était offerte. « Je te pardonne », déclara Clara, prononçant les mots avec une clarté bouleversante. « Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite d'être en paix, et parce que Léa mérite un père qui n'est pas consumé par les fantômes de son propre passé. » À ces mots, Alexandre s'effondra à nouveau, mais cette fois-ci, ce ne fut pas sur le sol. Ses genoux lâchèrent, et dans un élan de désespoir et de gratitude infinie, il tomba en avant. Clara ne recula pas. Elle le laissa s'agripper à sa blouse blanche, posant son front contre son épaule, pleurant comme un enfant perdu qui vient enfin de retrouver son chemin. Clara hésita un instant, puis, lentement, sa main, fatiguée par des heures de chirurgie, se leva pour se poser doucement sur le dos de l'homme brisé, lui offrant le pardon ultime, la rédemption que lui-même pensait impossible. À travers la fenêtre du bureau, le soleil s'était complètement levé, baignant la pièce d'une lumière chaude et éclatante. La longue nuit de l'âme était terminée. Les cicatrices resteraient à jamais, mais la blessure,
Enfin, cessait de saigner. Le calme qui succède à une grande tempête possède une texture particulière, n'est-ce pas? Ce n'est pas un silence vide. C'est un silence chargé de respect, l'épuisement paisible de la terre après avoir survécu à la foudre. Dans les jours qui suivirent cette nuit de confession et de pardon, l'atmosphère au sein de la clinique privée du docteur Valéry s'était transformée. L'air, autrefois saturé d'une tension électrique et d'une urgence de mort, semblait soudain plus léger, plus pur, baigné par la lumière dorée d'un automne parisien qui s'installait doucement. Clara Valéry marchait dans les couloirs avec une posture différente. Le poids invisible, ce fardeau de haine et de ressentiment qu'elle portait sur ses épaules depuis 12 longues années, s'était volatilisé. Elle ne se rendait pas compte, jusqu'à cet instant précis, à quel point l'armure qu'elle avait forgée pour se protéger l'étouffait à petit feu. En pardonnant à l'homme qui avait détruit sa jeunesse, Clara n'avait pas effacé le passé, mais elle en avait retiré le venin. Elle respirait librement pour la première fois depuis la mort de sa mère. La petite Léa récupérait avec la résilience miraculeuse propre à l'enfance. Ses joues, autrefois d'une pâleur translucide, avaient retrouvé une teinte rosée. Ses rires clairs résonnaient désormais dans la chambre 402, chassant les derniers fantômes de la maladie. Et puis, il y avait Alexandre. L'héritier milliardaire ne s'était pas transformé par magie en un saint, mais l'arrogance qui définissait autrefois son existence avait été consumée sur l'autel de la souffrance. Il avait compris la valeur de la grâce qui lui avait été accordée. Durant les semaines de convalescence de sa fille, il maintint une distance respectueuse envers Clara. Il ne chercha pas à forcer des conversations intimes. Il n'essaya pas de la submerger de cadeaux grandioses pour racheter sa conscience. Il avait enfin compris que le pardon de Clara n'était pas une invitation à renouer, mais une conclusion, une fin miséricordieuse à leur tragédie. Lorsqu'ils se croisaient dans les couloirs, il inclinait légèrement la tête, ses yeux gris reflétant une gratitude silencieuse et une profonde humilité. Il écoutait attentivement les directives médicales, sans jamais élever la voix. Il était devenu, dans la défaite de son ego, l'homme que Clara avait un jour cru apercevoir dans la pénombre de la bibliothèque du manoir. Le jour de la sortie de Léa arriva plus vite que prévu. La chambre était baignée par la lumière de midi. Les bagages étaient trains. Léa, vêtue d'un petit manteau rouge et tenant fermement Monsieur Moustache contre elle, attendait assise sur le bord du lit. Clara entra pour signer les derniers documents de sortie. « Vous êtes prête pour le grand retour à la maison, jeune fille ?» demanda Clara avec un sourire chaleureux, s'accroupissant pour se mettre à la hauteur de l'enfant. Léa hocha vigoureusement la tête et, à la surprise de Clara, enroula ses petits bras autour du cou du médecin dans une étreinte spontanée et serrée. « Merci de m'avoir guérie, Clara », murmura la petite fille contre son épaule. Clara ferma les yeux, savourant la chaleur de cette étreinte innocente. Elle caressa doucement les cheveux de l'enfant. « Prends bien soin de toi, Léa, et de ton papa. » Elle se redressa et croisa le regard d'Alexandre. Il se tenait près de la porte, vêtu d'un simple pull sombre, un sac de voyage à la main. Il y avait une hésitation dans sa posture, une vulnérabilité touchante. « Docteur Valéry » commença-t-il, sa voix basse, imprégnée d'une émotion contenue. Il sortit de la poche de son manteau une simple enveloppe blanche, non scellée. Il ne s'avança pas pour la lui donner. Il la posa simplement sur la petite table de nuit. « Il n'y a pas de chèque là-dedans. Je sais que vous le déchireriez. Il y a juste des mots. Des mots que j'avais besoin de poser sur le papier. Vous en ferez ce que vous voudrez. » Clara regarda l'enveloppe, puis posa ses yeux bruns, sereins et calmes sur lui. « Au revoir, Alexandre. » C'était une phrase simple, mais elle contenait tout un univers. C'était l'adieu à l'ombre du passé. « Au revoir, Clara. Et
Merci. Pour tout. Il prit la main de sa fille, et ensemble, ils franchirent la porte, s'éloignant dans le couloir jusqu'à disparaître. Clara resta seule dans la chambre silencieuse. Elle s'approcha de la table, prit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur, sur un papier à lettres sobres, il n'y avait qu'une seule phrase, écrite d'une main tremblante. « Tu avais raison. La haine est un poison. Je consacrerai le reste de ma vie à m'assurer que personne d'autre n'ait à le boire par ma faute. » À elle. Les mois s'écoulèrent. L'hiver recouvrit Paris de son manteau blanc, figeant la ville dans une beauté mélancolique. Puis le printemps éclata, ramenant la vie et les couleurs dans les rues. Clara Valéry continua son travail avec la même excellence, mais ses collègues remarquèrent un changement subtil. La glace avait fondu. Elle souriait plus souvent. Elle prenait le temps de s'asseoir avec les familles, non plus seulement comme une clinicienne brillante, mais comme une femme profondément humaine. Elle n'avait plus eu de nouvelles d'Alexandre Laurent. Il avait disparu de son horizon, respectant sa promesse implicite de la laisser en paix. Jusqu'à ce matin d'avril. Clara prenait son café dans son bureau lorsqu'Hélène, l'infirmière en chef, entra en trombe, sans même frapper, tenant un exemplaire du journal Le Monde entre ses mains. Ses yeux pétillaient d'un mélange de choc et de triomphe. « Clara, il faut que tu lises ça. Immédiatement !» dit Hélène en déposant brutalement le journal sur le bureau, pointant du doigt la une de la section économique et sociale. Clara fronça les sourcils, ajustant ses lunettes, et baissa les yeux vers la page. Le titre, imprimé en caractères gras, lui coupa le souffle. « Séisme financier. Le milliardaire Alexandre Laurent cède la présidence de son empire pour créer la plus grande fondation médicale de France. » Les mains de Clara se mirent à trembler légèrement